Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo sur le système respiratoire. Donc ce sera la dernière capsule, on va terminer la matière sur le système respiratoire au cours de la capsule 7, donc cette capsule-ci. Le principal sujet de cette capsule, ça va être d'étudier un petit peu et de comprendre en fait les mécanismes de régulation au niveau du système nerveux. Comment on fait pour justement contrôler la fréquence respiratoire, donc l'augmenter, la diminuer, comment on contrôle la contraction, le relâchement des différents muscles respiratoires, et dans quelle situation on va augmenter ou diminuer la fréquence respiratoire. Donc, ça va être les principaux sujets qui vont être abordés dans cette capsule. Première des choses qu'il faut garder en tête, c'est de connaître l'endroit où on retrouve les centres respiratoires. Donc, souvent, dans tous les cours que vous avez faits en biologie au cours de votre DEC, vous avez étudié que pour un phénomène ou un processus biologique quelconque, il y a un centre respiratoire. Exemple, au niveau cardiaque, le centre cardiaque se retrouve à un endroit dans le bulbe rachidien. Il faut faire attention, au niveau de la respiration, c'est un phénomène, donc un processus biologique qui implique deux centres respiratoires qui vont travailler en équipe pour contrôler les différentes phases de la respiration. Et ces deux centres ne sont pas du tout situés au même endroit. Donc, au niveau du tronc cérébral ici, donc on reconnaît l'encéphale avec le cerveau ici, le diencéphale avec les différentes sections, cervelet à l'arrière, mais la longue tige ici, qui va sortir de l'encéphale et se prolonger vers la moelle épinière, donc c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral, il y a plusieurs sections, notamment le bulbe rachidien qui est coloré ici en orange, et qui est en fait la partie inférieure du tronc, et un peu plus haut ici, donc on le voit sur l'image du bas, le pont. Donc c'est deux régions très distinctes du tronc cérébral qui constituent deux centres respiratoires différents. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler le premier centre le centre bulbaire, qui réfère au bulbe rachidien, et le deuxième centre respiratoire, le pont. Bien que les deux soient très importants pour fonctionner normalement dans la vie, je vous dirais quand même que le centre respiratoire bulbaire est le plus important. Sans ce centre du contrôle respiratoire, on ne peut tout simplement pas inspirer ou en fait c'est la mort assurée. S'il y a une dysfonction au niveau du centre respiratoire du pont, on va avoir des problèmes à respirer de façon adéquate. On ne pourra peut-être plus ajuster de façon efficace l'augmentation de la fréquence respiratoire ou la diminution, c'est possible. La transition entre l'inspiration et l'expiration va être plus saccadée, plus difficile. Ça va amener des problèmes, mais ce n'est pas la mort nécessairement. On pourrait respirer de façon constante à une fréquence respiratoire de 12 exemples et on ne pourrait pas augmenter ou baisser, mais le processus pourrait quand même se poursuivre. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que le centre principal est vraiment au niveau du bulbe rachidien. À l'intérieur de ces deux centres, donc on a des groupes de neurones qui vont vraiment travailler en équipe pour coordonner en fait la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes que vous avez déjà étudiés dans les dernières capsules, qui vont donc permettre l'inspiration entre autres choses. Donc dans une situation d'apnée, ou si vous préférez la respiration normale chez un être humain, en moyenne, on a à peu près une fréquence respiratoire là, de 12 à 15 cycles par minute. Donc, quand on parle de ventilation, c'est comme une ventilation inclut inspiration-expiration. Donc, on arrive à faire à peu près 12 ventilations, comme ça, 12 à 15 ventilations minutes. C'est donc la norme. En haut de 15, on va parler d'hyperventilation. En bas de 12, on va parler d'hypoventilation, donc une fréquence respiratoire plus faible. Cette figure est un résumé de votre manuel, en fait, qui, au premier coup d'œil, semble bien complexe, mais en fait, l'idée ici, c'est de vous simplifier un petit peu la tâche pour tenter de vous expliquer comment tout ça fonctionne, comment on arrive à coordonner l'activité des deux centres pour permettre la contraction musculaire. Donc, pour bien comprendre ce schéma-là, première des choses, ce que je pointe présentement à l'écran, le bulbe rachidien, donc c'est un des premiers centres, je vous disais le plus important au niveau de la respiration. Et on a le deuxième centre ici, qui est le pont, que je vais laisser de côté pour l'instant. Ensuite, au niveau du bulbe rachidien, il y a comme deux groupes de neurones très importants qui ont un peu une fonction différente et d'ailleurs, ils vont avoir un nom différent. Donc, à l'intérieur du bulbe rachidien, dans le centre respiratoire, il y a un premier groupe de neurones qu'on va appeler le groupe respiratoire ventral ou le GRV. Et on a aussi le groupe respiratoire dorsal, donc le GRD.
Le GRD et le GRV se retrouvent à l'intérieur du bulbe rachidien. Donc, c'est un peu comme deux centres respiratoires distincts. Ces deux groupes de neurones-là, bien qu'ils font partie du bulbe rachidien, ont une fonction un petit peu différente. Donc, d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'il y a comme trois groupes de neurones qui vont vraiment travailler ensemble. Donc, le GRV et le GRD, ça en fait deux dans le bulbe rachidien. Et il y a aussi un autre groupe de neurones qu'on verra plus tard au niveau du pont. Que ce soit le pont ou encore le GRD, le groupe respiratoire dorsal dans le bulbe rachidien, ces deux centres respiratoires, bien qu'importants, n'ont pas un rôle directement essentiel. Donc, ils vont venir raffiner, vont venir améliorer la qualité du mécanisme ventilatoire, mais pour l'instant, je vais vraiment m'attarder au GRV qui, lui, est très important pour permettre la contraction des muscles associés à la respiration. En d'autres mots, si le GRV ne fonctionne pas, on a une lésion au niveau de ces neurones-là, c'est fini. On ne peut plus inspirer, là, c'est vraiment un arrêt respiratoire. Contrairement aux deux autres, où on aura peut-être une difficulté à respirer convenablement, possiblement que la fréquence respiratoire, on aurait de la difficulté à l'ajuster, on pourrait avoir de la difficulté à ajuster la fréquence respiratoire, mais également à faire une transition douce entre l'inspiration et l'expiration. On pourrait respirer de façon plus saccadée, mais on peut respirer quand même, contrairement à des lésions dans le GRV où ça serait plus possible. Donc, première des choses, lorsqu'on veut inspirer, les neurones dans le groupe respiratoire ventral, qu'on appelle des neurones inspiratoires, donc comme le nom l'indique, ils vont favoriser l'inspiration. Donc à ce niveau-ci, les neurones inspiratoires vont être stimulés, ils vont produire des influx nerveux, et les influx nerveux produits dans ces neurones inspiratoires vont pouvoir se propager, donc sortir du bulbe rachidien, descendre dans la moelle épinière, et par le nerf phrénique, et aussi par les nerfs intercostaux, ces influx nerveux qui ont été produits au préalable vont se propager comme ça en suivant ces deux nerfs-là. Le nerf phrénique va être responsable d'acheminer les influx nerveux vers le diaphragme. Donc ça, c'est à savoir, il faut faire ce petit lien-là. Donc le nerf phrénique amène les influx nerveux qui vont favoriser la contraction du diaphragme. Et les influx nerveux qui se déplacent par les nerfs intercostaux vont favoriser la contraction des muscles intercostaux externes qu'on a déjà étudiés dans les dernières capsules, ou si vous préférez en abréviation MIE. Une fois que le diaphragme et les intercostaux externes se contractent, on va favoriser l'inspiration avec l'amplitude de la cage thoracique qui prend de l'expansion, les différentes jeux de pression qu'on a déjà étudiés, qui fait en sorte que l'air va pouvoir entrer dans les poumons. Donc, on vient d'inspirer. Maintenant, il faut passer à l'expiration. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Dans le GRV, toujours, oui, il y a des neurones inspiratoires, mais vous remarquez qu'il y a également des neurones expiratoires. Et ça peut amener une confusion. Souvent, vous avez le réflexe de penser « Ah, ben là, j'ai d'autres neurones qui vont aller travailler sur d'autres muscles pour faire l'expiration. » Ce qui est totalement faux. Si vous vous souvenez des dernières capsules, je vous avais dit que dans le fond, on contrôle un phénomène surtout, c'est l'inspiration qui est un phénomène actif qui contracte les muscles. Maintenant, l'expiration, c'est simplement ces muscles-là, diaphragme et intercostaux externes, qui vont se relâcher. Donc, je vous disais à l'époque que c'était un phénomène passif. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Si les neurones expiratoires n'existent pas, les neurones inspiratoires feraient toujours des influx nerveux. Donc, ça me prend un système pour venir empêcher, bloquer l'effet des neurones inspiratoires. Donc, les neurones expiratoires, ici, que j'ai encerclés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement relâcher des neurotransmetteurs, des substances chimiques, qui peuvent soit activer un neurone pour produire un influx nerveux, mais il y a d'autres neurotransmetteurs qui vont bloquer le neurone et l'empêcher de faire des influx nerveux. Donc, vous avez bien compris ici que c'est évidemment des neurotransmetteurs qui vont empêcher la production d'influx nerveux. Donc, c'est pour ça ici que la petite barre en forme de T, c'est un signe qui veut simplement dire, contrairement à la flèche, qu'on bloque, qu'on inhibe. Donc, dans ce cas-ci, les neurones expiratoires relâchent des neurotransmetteurs qui vont empêcher l'activité électrique des neurones inspiratoires. Donc, ceux-ci vont être tout simplement incapables de faire des influx. Et si on ne fait plus d'influx, bien évidemment,
les nerfs phréniques et les nerfs phréniques et intercostaux n'arrivent plus à transmettre les influx nerveux aux muscles. Et les muscles, ben, comme ils ne sont pas stimulés par des influx nerveux, ils vont tout simplement se relâcher. Et en se relâchant, ben, on favorise l'expiration. Donc, la cage thoracique revient en position normale. Et là, encore une fois, tous les jeux de pression que je vous ai déjà expliqués vont entrer en jeu et ça va permettre de chasser l'air à l'extérieur des poumons. Je me permets une petite capsule, une petite parenthèse de révision. La session dernière, vous avez étudié en détail le système nerveux. Donc ici, on peut faire un très beau lien. Là. Si vous vous souvenez bien, pour faire un influx nerveux, on parlait à l'époque de PPSE, potentiel postsynaptique excitateur, ou PPSC pour potentiel postsynaptique inhibiteur. Et c'est vraiment ce qui va se passer ici. C'est que les premiers neurones ici, pour faire un influx nerveux, qu'est-ce qu'on a de besoin? Ben, on a besoin de neurotransmetteurs qui vont faire ouvrir des canaux sodium. Là, le Na+ va entrer à l'intérieur. L'accumulation de charges positives déclenche un influx nerveux et ces influx nerveux qui seront produits de façon successive vont aller stimuler les muscles. Pour arrêter ça, ben, les neurones expiratoires font exactement l'inverse. Au lieu de faire rentrer du sodium, on va utiliser d'autres sortes de neurotransmetteurs qui vont ouvrir des canaux, exemple à chlore, Cl-, ou encore qui va faire sortir du potassium. Mais exemple, si je reviens avec le chlore, on fait rentrer des Cl- au lieu de faire rentrer des Na+, donc le neurone ici devient négatif. C'est plus possible pour lui de faire d'influx nerveux. Donc c'est vraiment de cette manière qu'on contrôle l'activité des neurones inspiratoires. Je ferme la parenthèse. Ce qui est important maintenant, ça c'est un rappel de ce que vous avez déjà étudié à la dernière session. Mais pour cette session-ci, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'au niveau du bulbe rachidien, le GRV, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il y a deux sortes de neurones, inspiratoire et expiratoire. Quand vous voulez inspirer, ces neurones inspiratoires favorisent la création d'influx nerveux qui va, donc vous pouvez suivre le trajet, mais en résumé, ils vont contrôler la contraction de ces muscles respiratoires. On inspire, mais quand on veut expirer, j'ai un autre groupe de neurones qui fait toujours partie du GRV dans le bulbe rachidien, mais qu'on appelle neurones expiratoires, qui viennent tout simplement bloquer la production d'influx nerveux dans ces neurones inspiratoires. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en rouge avec la barre en T. Ça bloque cet effet-là. Donc, il y a relâchement des muscles et expiration. Ça, c'est l'essentiel, c'est le cœur de la mécanique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, vous vous demandez probablement, ouais, mais le pont puis l'autre groupe, à quoi ça sert? Et là, c'est du raffinement. Donc, là, on a la base qui est essentielle pour notre survie, mais pour raffiner la mécanique ventilatoire, on a les deux centres comme ça qui peuvent venir moduler l'activité du GRV. Exemple, le groupe respiratoire dorsal, le GRD, n'est pas impliqué directement dans la contraction des muscles. Ils n'ont aucun effet. Tout ce que la flèche en vert veut suggérer ici, c'est que le GRD va influencer l'activité électrique du GRV, selon ce que vous vivez. Donc, selon les situations qu'on verra à la prochaine diapositive, ça peut être une variation de la pression artérielle, de la quantité d'oxygène dans votre corps, de CO2, des émotions, peu importe. Les différentes situations que vous allez vivre, qu'on verra en détail éventuellement, vont influencer l'activité des neurones inspiratoires. Donc, si vous êtes en situation de stress, si vous faites un sport, c'est possible que la fréquence respiratoire ne sera plus à 12-15, à la normale. Vous allez probablement augmenter votre fréquence respiratoire. Donc, lui, le neurone inspiratoire, il ne peut pas détecter ça. Il fait toujours son travail de stimuler les muscles respiratoires. Par contre, si la situation l'exige, le GRD va recevoir l'information qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, exemple un sport, et là, on va venir moduler l'activité électrique du neurone inspiratoire. Donc, si c'est nécessaire, on va envoyer des signaux électriques qui vont venir stimuler, des signaux électriques, mais chimiques également, qui vont venir stimuler l'activité des neurones inspiratoires pour que ça se fasse plus rapidement. Et si ça se fait plus rapidement, on augmente la fréquence respiratoire. Également, dans d'autres situations, vous êtes sur le point de dormir, c'est possible qu'on diminue la fréquence respiratoire, vous êtes relax. Donc, dans ce cas-ci, le GRD comprend bien, analyse bien la situation, donc va venir ralentir l'activité, sans la bloquer pour autant, ralentir l'activité électrique des neurones inspiratoires. Ça se fait plus lentement, la production d'influx nerveux, contraction moins de contraction au niveau des muscles respiratoires, donc le rythme respiratoire va diminuer. En d'autres mots, le GRD vient moduler l'activité normale des neurones inspiratoires. Même chose, les neurones expiratoires peuvent être également affectés par le GRD
au fait de travailler plus rapidement ou plus lentement selon ce qu'on veut faire. Donc, en d'autres mots, c'est vraiment la fonction du groupe respiratoire dorsal, c'est vraiment de détecter, d'analyser les situations qu'on vit au quotidien et d'ajuster la profondeur et la fréquence de la respiration, tout simplement. Donc, j'ai parlé beaucoup de fréquence, mais aussi une profondeur. Hein. Pour un cycle de respiration, on peut respirer de façon très profonde, aller chercher un maximum d'air. On peut passer en respiration forcée, comme on a déjà vu. Et au contraire, on peut respirer de façon superficielle, donc aller chercher un minimum d'air quand on inspire, exemple. Et le pont, lui aussi, est là pour raffiner. Donc, quand on vous dit que le pont, sa principale fonction, c'est de permettre l'expiration, là, vous vous dites, ouais, mais on a deux façons de faire l'expiration, et vous avez raison, il y a une petite nuance que je vais mentionner dans 2 secondes, mais effectivement, vient renforcer un peu l'effet des neurones expiratoires du GRV. Donc, dans ce cas-ci, le pont, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va empêcher la production de signaux électriques au niveau des neurones inspiratoires. Donc, en bloquant le neurone inspiratoire, on relâche les muscles et on favorise l'expiration. Donc, on vient renforcer l'effet des neurones expiratoires qui le font déjà. Ce qu'on sait, c'est que le pont, en fait, permet une transition en douceur entre l'inspiration et l'expiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pont ne fonctionnait pas et qu'on avait juste les neurones expiratoires, on pourrait expirer, mais l'inspiration et l'expiration seraient de façon saccadée. Normalement, si vous êtes en santé, vous n'avez pas de troubles neurologiques, exemple, dans ces centres-là ou au niveau de ces neurones-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'inspiration se fait, l'expiration suit, et tout ça se fait de façon synchrone et en douceur. Et ça, c'est vraiment l'action du pont. Donc, ça vient vraiment comme raffiner un petit peu la transition entre les deux. À la dernière diapositive, je parlais un petit peu justement de l'effet du GRD, donc groupe respiratoire dorsal, sur le groupe respiratoire ventral. Donc, c'est deux groupes de neurones qui font partie du bulbe rachidien, qui fonctionnent un petit peu comme deux centres respiratoires. Donc, je vous disais qu'il y a certaines situations qui vont être détectées par le GRD et qui vont moduler l'action du GRV. Donc, en fait, le GRV fait toujours son travail d'inspiration avec les neurones inspiratoires ou expiration avec les neurones expiratoires, comme je l'ai déjà expliqué à la dernière diapo. Mais ça peut se faire vite, normal ou lentement. Donc, c'est ce qui va modifier la fréquence respiratoire et cette modification de la fréquence respiratoire est contrôlée par le GRD. Maintenant, quelle situation fait en sorte que le GRD va stimuler ou non l'activité du groupe ventral ici? Premièrement, chimiorécepteurs, donc des récepteurs qui détectent certaines substances chimiques. Les trois plus importantes au niveau de la fréquence respiratoire, c'est le CO2, l'oxygène et les hydrogènes. Pour aujourd'hui, les hydrogènes, je ne vais pas vous en parler en détail. On a une séquence de capsules qui va vous expliquer vraiment l'importance. C'est un peu plus complexe en fait. Donc, on en reparlera quand ça sera le temps. Vous savez simplement pour l'instant qu'une hausse ou une baisse de l'hydrogène va être détectée. Il pourra moduler la fréquence respiratoire, mais comment ça fonctionne, on verra ça un autre jour. Par contre, dioxyde de carbone et oxygène, ça, je veux que vous le sachiez. Donc, si, exemple, vous avez une diminution d'oxygène dans le corps, une situation d'hypoxie, le GRD, donc les chimiorécepteurs détectent une faiblesse au niveau de l'oxygène. On informe le GRD au niveau du bulbe rachidien et le GRD, lui, en recevant l'information, va émettre des influx nerveux et un relâchement de neurotransmetteurs qui vont, dans ce cas-ci, stimuler l'activité du ventral. Donc, le ventral, dans ce cas-ci, va faire son travail plus rapidement. Il y aura une stimulation accrue des muscles respiratoires et donc on va augmenter la fréquence respiratoire, évidemment, pour aller chercher un maximum d'oxygène. On manque d'oxygène, on va aller en chercher plus, donc on respire plus vite. En même temps, pour X raisons, si vous avez une augmentation du CO2, une accumulation du CO2, exemple, dans le sang, c'est un déchet toxique, le dioxyde de carbone. On sature l'hémoglobine dans les globules rouges, il n'y a plus de place pour l'oxygène, donc on peut même s'asphyxier, hein, vous savez, on peut mourir. Donc, dans ce cas-ci, il faut se débarrasser du surplus de CO2. Même chose, chimiorécepteur informe le GRD, GRD stimule le GRV, et dans ce cas-ci, on augmente également la fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce qu'on va éliminer un maximum de CO2, donc plus qu'on respire vite, plus qu'on élimine de CO2. La même logique, on a d'autres récepteurs qui détectent la pression, les barorécepteurs qui peuvent être situés à différents endroits. Oui, au niveau des vaisseaux sanguins, mais également, on peut avoir des barorécepteurs situés au niveau de la plèvre, hein, autour des
cette séreuse autour des poumons. Donc, s'il y a une pression accrue sur la plèvre, s'il y a des étirements excessifs ou anormaux, ça peut être détecté comme un stress, comme un problème. Donc, cette hausse de pression-là, ou parfois au niveau de la carotide aussi pour des deux carotides au niveau de la pression sanguine. Donc, si les pressions sont trop fortes ou un étirement excessif, ça informe encore une fois le GRD qui va stimuler le GRV à augmenter la fréquence respiratoire. Même logique propriocepteur, donc tout comme les barorécepteurs dans la plèvre ou dans les tissus musculaires, les propriocepteurs vont détecter, souvent sont situés au niveau des muscles aussi, mais ils vont détecter, on vous dit ici les mouvements du corps, c'est vrai, mais moi je vais un peu plus loin que ça. Moi j'aime bien dire, c'est l'orientation de votre corps dans l'espace 3D. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que si vous êtes dans un manège, dans un parc d'amusement, je vous bande les yeux et que vous avez la tête en bas, vous ne voyez pas le ciel, vous ne voyez pas le sol, mais votre corps instinctivement va savoir que vous n'êtes pas du bon sens. Hein? On sait que vous avez la tête inversée. C'est les propriocepteurs qui vont détecter ça, qui vont informer les différents centres de l'encéphale pour vous dire que vous n'êtes pas dans le bon sens, on peut dire. Donc, dans ce cas-ci, les propriocepteurs qui détectent des mouvements anormaux au niveau des muscles ou les barorécepteurs de la plèvre qui détectent des étirements excessifs vont également informer le GRD et celui-ci va répondre en stimulant le GRV pour augmenter la fréquence respiratoire. L'atout, évidemment, qui est un réflexe de protection. Donc, lorsqu'on enclenche le réflexe de l'atout, c'est détecté par le GRD qui stimule également la fréquence respiratoire, donc toujours en agissant par l'intermédiaire du groupe ventral ici. Les émotions, ça, vous l'avez tous vécu au cours de votre vie. Donc, le système limbique, c'est cette partie de l'encéphale, en fait, il y a plusieurs parties de l'encéphale qui font partie du système limbique, mais l'ensemble de ces structures vont contrôler la production d'émotions, pas des émotions positives, négatives, peu importe. Vous soyez en colère, amoureux, triste, apeuré, peu importe, c'est des émotions, mais qui sont créées comme par le système limbique. Donc, dans ce cas-ci, certaines émotions vont stimuler ou non la fréquence respiratoire. Et la production de ces émotions-là par l'encéphale, par le système limbique, va informer, encore une fois, le GRD, qui lui va moduler l'activité du GRV. Donc, vous l'avez tous vécu, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un d'intéressant, vous revoyez quelqu'un d'intéressant. Oui, la fréquence cardiaque augmente, mais la fréquence respiratoire va augmenter aussi. Vous avez peur, c'est le même phénomène. Vous ne pouvez pas contrôler ça de façon volontaire, évidemment. C'est vraiment ce système nerveux autonome, donc par l'intermédiaire justement de ces groupes de neurones GRD et GRV qui vont s'influencer mutuellement pour augmenter la fréquence respiratoire. L'hypothalamus, que vous avez déjà étudié aussi à la session dernière, qui fait en fait cette petite structure de l'encéphale qui est située en plein cœur du cerveau, qui a tellement de fonctions importantes et vitales. On contrôle le SNA, centre de la faim, peut produire certaines émotions, donc relais olfactif, il fait plein de choses. Mais entre autres, c'est aussi le centre qui contrôle la température. Et dans des situations de fièvre, par exemple, où on augmente la température, vous allez parfois voir ça chez certains patients. Si la fièvre devient forte, il y a une augmentation de la fréquence respiratoire. Plusieurs explications à ce phénomène-là, mais celle que je présente aujourd'hui en rapport avec mon cours, l'hypothalamus contrôle, en fait, c'est un dérèglement de l'hypothalamus qui favorise la hausse de la température et de la fièvre, mais en même temps, il est relié au GRD. Donc, en créant la fièvre comme ça et cette hausse de température, on vient en même temps informer le GRD qui, lui, va réagir en stimulant le GRV, comme je le disais tantôt, et le GRV va modifier à la hausse la fréquence respiratoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le lobe frontal. Donc ça, c'est très surprenant et il faut y réfléchir pendant quelques secondes. Tout ce que je viens de dire, si je le compare, par exemple, avec le système cardiaque, fait un certain sens. Donc, de façon involontaire, on augmente la fréquence cardiaque ou on peut la diminuer selon les situations, exemple, variation de pression, peu importe. Certaines émotions également, vous avez peur, la fréquence cardiaque augmente. Mais il y a une grande différence entre les centres qui contrôlent la respiration et la fréquence cardiaque, c'est le lobe frontal. Donc, cette région où on va faire la différence entre le bien et le mal, la région où on peut poser cette région du cerveau où on peut poser
des raisonnements très cartésiens, très logiques, très scientifiques. Donc, vous savez que ça fait partie du lobe frontal. Et dans ce cas-ci, de façon volontaire, c'est le seul exemple que je vous donne aujourd'hui qui est volontaire. Vous êtes capable de modifier de façon volontaire. Donc, on a un autre circuit nerveux qui n'appartient pas au système nerveux autonome qui permet de contrôler la fréquence respiratoire. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le centre cardiaque. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, je vous demande, parfait, augmentez votre fréquence cardiaque et je veux que votre cœur, au lieu de battre autour de 70 battements minute, passez ça à 110. Personne n'est capable de faire ça de façon volontaire. Par contre, si je vous dis respirez plus vite ou respirez plus lentement, vous pouvez modifier votre fréquence respiratoire de façon consciente. Et ça, c'est tout simplement parce qu'à partir du lobe frontal, vous pouvez prendre la décision, oui, j'écoute mon enseignant et je le fais, ou vous pourriez aussi dire, non, je ne fais pas l'exercice. Donc, vous avez le choix conscient de le faire ou non. Et ça s'explique simplement par le fait qu'il y a une voie nerveuse qui relie le lobe frontal au GRD. Et en informant le GRD, il pourra soit stimuler ou non le GRV pour augmenter ou non la fréquence respiratoire. Mais ça, c'est un circuit unique qui relie les centres respiratoires du bulbe rachidien au lobe frontal, ce qu'on ne verra pas, exemple, avec les autres organes, notamment le centre cardiaque. Donc, c'est un peu exceptionnel. Cette figure de votre manuel qui semble bien complexe est en fait un résumé des deux premières diapos que je vous ai présentées. Donc, c'est une façon plus imagée d'illustrer tout ce que je discute avec vous depuis quelques instants. En fait, il ne faut pas se perdre dans toutes les informations de dessin de flèches. C'est simple, il faut juste résumer un petit peu. Donc, pour constituer la moelle épinière, j'ai les différents muscles respiratoires. Donc, exemple ici, les intercostaux externes, une partie du diaphragme ici qui pourrait se prolonger comme ça sous la cage thoracique. Et donc, ce qu'on voit en bleu, c'est des voies sensitives qui viennent informer essentiellement le centre, les deux centres respiratoires qu'on a vus dans le bulbe, GRD et GRV. Et on se souvient qu'il y en a un qui influence sur l'autre, donc le GRD stimule ou non le GRV. Pour le reste, c'est un résumé de ce que je vous ai dit. Donc, chimiorécepteurs qui détectent CO2 ou oxygène, les barorécepteurs pour les pressions, pour les propriocepteurs au niveau des muscles. On ne le voit pas très bien ici, mais l'encéphale avec la région limbique, le lobe frontal, tout ce que j'ai mentionné précédemment, qui peuvent venir aussi influencer le bulbe rachidien, et le pont qu'on a déjà discuté aussi, qui peut venir permettre de faire des transitions en douceur au niveau de l'inspiration, de l'expiration. Donc, en gros, peu importe que ce soit les chimiorécepteurs barreaux, peu importe la situation qu'on vit, ou les barorécepteurs au niveau des carotides que je vous parlais tantôt, peu importe, ce qu'on fait, c'est qu'on informe le GRD, reçoit l'information, ensuite on stimule le GRV, et le GRV fera son travail de produire des influx nerveux par le nerf phrénique pour stimuler le diaphragme, ou les nerfs intercostaux pour stimuler les muscles intercostaux externes. Contraction de l'ensemble de ces muscles-là favorise l'inspiration. J'ai le pont et les neurones expiratoires du GRV qui bloquent la production d'influx nerveux, relâche les muscles, on expire. Simplement, toutes ces situations qu'on voit avec les flèches en bleu qui viennent moduler l'activité du GRD et du GRV pour en fait faire en sorte qu'on augmente ou non la fréquence respiratoire. Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on peut voir un peu mieux ici comment tout est relié entre les différentes parties du corps. Maintenant, cette diapo vous montre justement dans quelles situations c'est les plus importantes. Donc, je veux que vous soyez à l'aise à distinguer les situations en vert versus en rouge. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on augmente l'activité du GRV ou non? En d'autres mots, qu'est-ce qui fait qu'on augmente la fréquence respiratoire ou au contraire, pourquoi on va la diminuer? Donc, l'hydrogène, j'en parle pas beaucoup, je l'ai dit, j'en reparlerai plus tard quand ça sera le temps, mais un manque d'oxygène, un surplus de CO2, comme je l'ai déjà mentionné, les cas de fièvre avec une température élevée, certaines émotions, tout ça va contribuer à augmenter l'activité du GRV. Donc, GRD détecte ces situations, stimule le GRV, on augmente non seulement le rythme respiratoire, mais on va avoir une respiration beaucoup plus profonde également. Au contraire, il n'y a pas assez de CO2 dans votre corps, ou il y a beaucoup trop d'oxygène pour X raisons,
peut être d'autres types d'émotions aussi, ou encore un étirement excessif au niveau de la plèvre. On dit les poumons, mais c'est plus au niveau de la plèvre. Dans ce cas-ci, on va diminuer le rythme respiratoire. La profondeur de la respiration va être plus léger aussi. Donc, voilà. Ce qui est particulièrement important pour le cours, évidemment, on va reprendre ça dans plusieurs capsules, c'est ces éléments-là ici. Donc, ça, évidemment, il faut être très, très à l'aise avec ça, à savoir si ça augmente ou non la fréquence respiratoire.